Compose, épisode 68. J'avais vu Yacine et je m'étais dit c'est possible. Ouais. Quelqu'un qui est un peu timide, quelqu'un qui est un peu réservé peut aussi monter sur scène. Faut pas être un showman comme les Jamel. Ouais. Et voir Yacine, je me suis dit ok, c'est peut-être que moi je pourrais faire ça aussi, quoi. C'est j'avais l'idée en tête. Je l'ai pas fait du tout à ce moment-là, mais j'avais ça et je sais pas. Et puis Yacine, il t'amène dans un monde, donc c'est un peu comme si t'avais accès au cerveau de quelqu'un. Ouais. Et à une autre vision de la vie. Et je crois que c'est ça que j'aime trop avec le stand-up, c'est que tu vas voir un plateau, tu vois 6 humoristes, t'as 6 visions de la vie. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Régis Canon, humoriste et podcasteur. Ensemble, on a parlé du DVD, du spectacle Jamel 100% de Booze qu'il a regardé en boucle, de son amour du stand-up, de la première fois où il est monté sur scène en 2011, du fait qu'il détestait parler en public, de l'évolution du stand-up en Belgique, de rémunération, de son métier de prof, de Montréal où il a vécu pendant 1 an, de sa compagne qui l'a poussé à réaliser son rêve d'y aller, de son podcast Humeur humoristique, de son premier spectacle, de son côté perfectionniste, du statut d'indépendant. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Régis d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec grand plaisir. Comme je t'ai dit, je suis un peu stressé, parce que d'habitude c'est moi qui pose la question, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui suis en contrôle, et là Ouais. je dois te laisser faire. Tu n'as aucun contrôle. C'est ça. Mais justement, j'allais le dire, tu es humoriste et podcasteur. Oui. Déjà, premier un peu ressenti, comment tu l'appréhendais cette interview? En vrai, comme j'ai enregistré un podcast juste avant, et donc ce qui est bien, c'est que j'ai pas pu réfléchir et me dire qu'est-ce qu'elle va me demander. De base, je m'étais dit je vais réécouter tous les épisodes qu'on pose, comme ça s'il y a des questions récurrentes, je peux m'y préparer. Et au final, j'ai absolument pas eu le temps, et donc j'ai plus réécouté. J'en ai écouté plusieurs, mais là j'ai plus en tête les questions que tu poses, donc je te laisse le contrôle. Et j'aime pas ça. C'est trop bien, mais il n'y a pas de questions récurrentes à part la dernière, donc Okay. pas de stress, tu savais pas trop préparer à l'avance. Mais on va revenir déjà au début. Okay. En fait, comment est né ton intérêt pour l'humour? Mon intérêt pour l'humour, carrément. En vrai, j'ai toujours aimé rire, ça c'est sûr. J'ai vite compris que si je faisais rire, les gens m'aimaient bien. Et j'ai toujours besoin que les gens m'aiment bien. J'étais un peu rejeté petit. Et j'ai vite compris que je faisais rire mon meilleur pote parce que je faisais des trucs dégueulasses. Il faisait tomber des trucs par terre et je les mangeais. Des aliments, hein. Je sais pas si c'est mieux. Mais dans les deux cas, c'est dégueu. Et ça le faisait rire. Et en fait, comme ça le faisait rire, t'as une énergie quand tu fais rire quelqu'un et tu fais n'importe quoi et ça le fait rire et tu continues. Et je crois que c'est là que faire rire est né. Après, l'intérêt pour le stand-up, c'est vraiment ma marraine, que j'adore, qui m'avait offert un DVD de Jamel 100% de Booze. Ouais. Et je crois que c'est le premier spectacle que j'ai regardé en spectacle, quoi, vraiment. Tu sais, j'avais déjà vu des humoristes à la télé. Oui. Mon père aime beaucoup les humoristes. Il rit fort comme moi. Et du coup, j'ai regardé Jamel 100% de Booze. En plus, c'était cadeau de ma marraine, donc je me suis dit, il faut que je le regarde. Et j'ai regardé ça en boucle. Je l'ai regardé 1000 fois. Maintenant, le DVD, si tu le remets, il y a des parties qui sont coupées parce que j'ai trop regardé. Le CD est rayé. Et je connaissais par cœur, je refaisais les sketchs et tout. Je crois que c'est là que c'est né vraiment l'intérêt pour le stand-up. Et après, j'ai pas arrêté de regarder du stand-up, quoi. Et c'est mon art préféré de très très loin. Et après, il y a ça, il y a tout le reste après, quoi. Ouais. Pourquoi ça te plaît autant le stand-up? Je sais pas. Je crois que c'est le fait que ça demande pas grand-chose et que ce soit tellement honnête. T'as un truc c'est un gars qui parle et il y a pas d'artifice, il y a pas de... C'est juste, il dit ce qu'il a sur le cœur avec ses mots et en fait, il y a un truc captivant de je sais pas, c'était Jamel qui avait un truc très showman, mais il est tout seul sur scène et il y a tout le monde qui l'écoute. Je sais pas, il y a un truc qui me touchait là-dedans
Et après, j'ai découvert le Jamel Comedy Club. J'ai vu Yacine Bellous, qui est un de mes humoristes préférés, que t'aimes beaucoup aussi. Oui, aussi mon humoriste préféré. Et ton humoriste préféré, c'est Ouais. trop bien. En plus, t'as pu l'interviewer. Oui. Et t'as même programmé son spectacle avec Dedo, Oui. c'est trop cool. Et qui est une des personnes les meilleures au monde en plus. Et j'avais vu Yacine et je m'étais dit, c'est possible. Ouais. Quelqu'un qui est un peu timide, quelqu'un qui est un peu réservé, peut aussi monter sur scène. Faut pas être un showman comme les Jamel. Ouais. Et voir Yacine, je me suis dit, ok, c'est peut-être que moi, je pourrais faire ça aussi, quoi. C'est j'avais l'idée en tête. Je l'ai pas fait du tout à ce moment-là, mais j'avais ça et je sais pas. Et puis Yacine, il t'amène dans un monde, donc c'est un peu comme si t'avais accès au cerveau de quelqu'un. Ouais. Et à une autre vision de la vie. Et je crois que c'est ça que j'aime trop avec le stand-up, c'est que tu vas voir un plateau, tu vois 6 humoristes, t'as 6 visions de la vie, 6 sujets, 6 trucs. Et il y a, je sais pas, une femme va venir parler, elle va me parler de ce qu'elle veut, mais d'office, je l'aurais pas vécu. Il y a plein de choses. Une femme va me parler de sa grossesse, je vais être là, waouh, c'est ça qu'on vit. Un homme va me parler qu'il a fait tel métier, je connaîtrais jamais ça. Donc, je sais pas, je crois que c'est l'accès au cerveau et à la vie des gens, et de façon sans artifice, qui fait que c'est trop bien, quoi. J'aime trop ça. Et ta première scène, c'était en 2014 ? Alors, C'est ma ça toute première scène, première fois que je fais devant des gens, Ouais. c'est même 2013, Ah ouais. et voire un petit peu avant même. Vraiment, ouais, non, c'est avant. J'ai fini mon secondaire en 2011, et donc je pense que c'est 2011, je crois. Parce que, en fait, j'ai joué la toute première fois, j'ai joué devant un groupe d'amis. Ouais. Parce que j'avais un pote qui faisait des films avec des potes. Il voulait faire un film et il s'est dit, je vais faire un film, j'y connais rien, je vais essayer en le faisant. Et je lui avais dit, c'est trop cool, t'as envie de faire un film, tu fais un film. Quoi. Il a écrit un scénario, il a écrit des dialogues, il s'est débrouillé pour que quelqu'un s'occupe de gérer les artistes, filmer, le montage, il connaissait rien, il s'est dit, je le fais. Et j'étais très admiratif de ça, de le côté entrepreneurial tu réunis toute une équipe pour faire ça. Et moi, je lui avais dit, je trouve ça génial. Il dit, tu pourrais le faire aussi. Et je dis, ouais, je sais pas, pour envie de faire un film, moi, je m'en fous. Et il m'avait dit, mais toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Moi, je dis, moi, le stand-up, j'en parle tout le temps, je regarde des humoristes. Et il me dit, fais-le. Et je fais, genre, j'ai pas de blague. Et il me dit, si, t'as des blagues. Chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, tu fais cette phrase-là. Et puis, tu dis ça. Puis t'as cette blague-là que tu fais tout le temps. T'as ce truc-là. Et j'étais là, ouais. C'est génial. Et il me dit, écris. Et j'étais là, t'es drôle. Moi, je suis drôle. Il fait, si, t'es drôle, arrête. C'est le seul truc que tu vas demander à toutes les personnes que tu connais. Ils vont te reconnaître ça. Moi, j'avais pas cette vision-là de moi. Et je me suis dit, ok, je vais essayer d'écrire. J'ai jamais autant écrit de ma vie que quand j'ai essayé ça. J'ai écrit 45 minutes. Wow. Et j'ai présenté 45 minutes devant le groupe d'amis qui avaient fait le film, qui étaient que des gens que je connaissais, avec qui j'avais tourné dans ce film, qui j'espère ne sortira jamais si un jour j'ai une carrière. Mais en plus, je joue très mal, vraiment très très mal dedans. C'est un peu gênant. Et j'avais joué devant eux dans une buvette, vraiment en pleine lumière, demi-cercle, dans des chaises de jardin un peu comme ça en plastique. Ouais. Et j'ai joué pour la première fois là devant eux, devant 15 personnes en demi-cercle devant moi pendant 45 minutes tout seul. C'est énorme en plus, 45 minutes. En vrai, c'est de la folie complète. Mais moi, je me disais, c'est un spectacle en fait, tu fais du stand-up. Ouais. À ce moment-là, moi, j'avais jamais vu un plateau de stand-up de ma vie. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était un spectacle, donc tu venais présenter un spectacle. Donc comme lui, il avait fait un film complet, moi, je venais présenter un one-man show, quoi. Et voilà, ça c'est la toute première scène. Trop bien. Et qu'est-ce que t'as ressenti? Mais moi je suis hyper angoissé. Donc pour moi, c'est ça, quand il me parlait de faire du stand-up, je me disais c'est pas possible que je fasse du stand-up parce que moi, présentation orale en classe, je pleurais, quoi. Littéralement, je devais faire une présentation, je regardais les gens, je voyais tout le monde qui me fixait et je m'effondrais complètement, je bloquais. Je me rappelle d'un exposé où je commence à parler, je dis le titre, je dis les 2 premières lignes, j'ai ma gorge qui se serre et je regarde les gens, il y en a qui sourient, j'ai l'impression qu'on se moque de moi. Ah oui. Mais alors que pas vraiment, hein. En vrai, les gens étaient plus en mode j'espère que ça va. Ouais. Et j'ai complètement bloqué, je commençais à pleurer, la prof m'a dit tu sors, tu reviens, tu fais juste ta conclusion.
Et elle me dit, je comprends même pas pourquoi tu pleures. Il y a tout qui est parfait parce que j'étais un immense intello. Et donc tout était bossé à fond. Mais parler oralement devant les gens, tu sais, réciter un poème quand t'es en primaire, ou les trucs de, comment c'est, genre le renard et le corbeau, ouais. Une angoisse pas possible. Et donc, tout ça pour dire hyper stressé. Et cette fois-là, je dois présenter devant les amis, mais ça me tient à cœur de le faire aussi, parce que j'adore ça, et en plus le fait d'écrire, j'avais toujours eu un truc de j'ai envie d'écrire, mais je sais pas quoi. J'avais toujours eu cet attrait de je veux écrire. Limite, j'aurais fait un journal intime, mais j'arrivais pas à faire un journal intime. Je me jugeais moi-même de qu'est-ce que je vais écrire un journal intime, genre bonjour journal. Et je l'ai jamais fait, alors je trouve ça en rétrospective, je me dis j'aurais tellement dû faire un journal intime de toute ma vie. Qu'est-ce que je pensais quand j'avais 8 ans, à 10 ans, 15 ans. Et je l'ai jamais fait parce que je me jugeais moi-même, ce qui est un problème que j'ai pas que dans ce domaine-là. Et donc j'ai fait le spectacle, donc c'était organisé, donc là il fallait le faire. Donc le fait de se mettre une date, que lui avait fait, c'était aussi encore une fois ce pote-là qui avait la buvette, qui avait invité les amis, qui avait prévu. Et je suis arrivé sur scène, je rentre par la porte, j'avance vers la chaise sur laquelle j'avais prévu une petite chaise. Il y avait même pas de micro, c'est juste à la voix. Très bonne idée. Et je rentre, je les vois tous me regarder et je continue de marcher et je tombe sur la chaise, qui est une chaise en plastique de jardin que je défonce. Je tombe dessus, je la casse complètement et tout le monde est mort de rire. Moi aussi, parce que je le prends à la rigolade de c'est ridicule, puissance 1 milliard. Et en fait, tout le monde rigolait déjà. Et donc j'ai commencé à faire mes blagues et j'étais déjà à l'aise du fait que les gens riaient. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a d'autres choses qui n'ont pas fonctionné. Je me rappelle, il y avait une fille que je connaissais un peu moins qui disait je comprends pas pourquoi vous riez, c'est pas drôle, mais elle était à la même distance que tu es là de moi, et je l'entendais, j'étais là, mais horrible. Et à ce moment-là, j'avais aucune idée de réagir, tu sais. Maintenant, si ça se passait, je pense que j'aurais une réaction, je sais pas si ce serait la bonne, mais j'en ferais quelque chose. Là, j'ai juste eu l'info. Ah, ok. Là, c'est pas drôle, en fait. Bah, je continue, tant pis, j'ai écrit des trucs. Je connaissais mon truc par cœur. Retour premier de classe de j'étudie tout par cœur. Et c'était super bien passé, au final. À part pour cette fille-là, mais les autres, peut pas plaire à tout le monde. Et tu parlais de quoi, en fait? T'avais écrit sur quoi, à ce moment-là? J'avais écrit sur... bah, il y a des trucs que j'ai encore, même, sur le fait que j'habite dans le Borinage, que je m'appelle Régis Canon. C'est quand même un prénom qui fait réagir, un nom de famille qui fait réagir. On me demande des fois si c'est mon vrai nom. Même, j'ai enregistré tout à l'heure avec Gaëtan Delferrière qui a vu mon nom sur la boîte aux lettres et qui a dit « Ah, c'est ton vrai nom, en fait !» Je dis « Mais ouais, c'est pas un nom de scène, genre, pourquoi j'aurais inventé ça, quoi ?» C'est un bon nom d'artiste, hein, en vrai, les gens le retiennent. C'est déjà arrivé sur des scènes que les gens me demandent ma carte d'identité. Ah ouais. Et je leur donne pour leur prouver que c'est mon vrai nom. J'aurais jamais choisi ça, quoi. Pourquoi? Limite canon, ça peut être stylé parfois. Après moi, souvent quand c'était en primaire, c'était plus boulet que canon de beauté, tu vois. Malheureusement, j'étais prof. J'écris Monsieur Canon au tableau, j'ai la moitié de la classe qui est mort de rire, tu vois. Donc je parlais de ça, je parlais du fait que je sais pas nager. Ça, je l'ai encore. Ça, j'ai encore des blagues là-dessus. Je parlais un peu de mes frères. Là maintenant j'ai étendu le sujet. J'ai une relation bizarre avec mes frères, on s'entend pas beaucoup. J'avais parlé un peu de l'école puisque j'étais en secondaire à ce moment-là. J'ai une famille nombreuse, donc j'avais parlé un peu mes frères, mes parents. Voilà, je réfléchis. J'avais parlé aussi que je fais du karaté. J'ai fait beaucoup de karaté. Voilà, c'était un peu ma vie à ce moment-là, quoi. Et maintenant, c'est ma vie maintenant. Ça n'a pas beaucoup changé. Je sais pas si j'ai pas beaucoup pris en maturité. Et en fait, à ce moment-là, quand tu as fait cette scène, tu t'es dit que c'était ça que tu voulais faire, enfin que tu voulais le refaire déjà? J'ai adoré. J'ai adoré, c'est sûr. Je me suis dit, waouh, je fais rire des gens, en fait. Et je sais m'exprimer devant des gens. Parce que je pensais pas que c'était possible que je le fasse, puisque je pleure devant une présentation orale de 5 minutes. Qu'est-ce que je vais faire un spectacle, tu vois. J'ai eu envie de le refaire, mais sans avoir
aucune idée de comment, quand, quoi, rien du tout, quoi. Et après, il y a eu un festival à Mons d'humour qui s'appelait... Ah non, avant ça, ouais. Excusez-moi. J'ai de retrouver mes idées. À mon école, il y avait un show de talent de fin d'année qui s'appelait le Danzatemu. C'est pour danse, musique, théâtre. C'était tout mixé, ils avaient fait un nom. Voilà, c'était une idée. Est-ce que c'est la bonne ? C'est un concept. Non. Et j'avais refait un sketch à ce moment-là, et je pense que je l'ai refait la saison d'après. Et c'est dans mes toutes premières scènes. Puis il y a eu un festival à Mons, qui s'appelait le Festival Montois du Rire, où il y avait un petit concours jeunes talents. Et j'avais fait les concours, j'étais allé en finale. Et donc là, c'était ma toute première scène, vraiment pas école, pas amis, devant des gens que je connais pas, et devant mes parents, qui n'étaient pas au courant que j'avais déjà fait des scènes. Okay. Parce que je n'en parlais pas. Même que j'avais fait le spectacle devant les amis, j'en avais pas parlé du tout à mes parents, ils étaient pas au courant, parce que je voulais pas que mes frères le sachent, puisqu'on a une relation compliquée avec mes frères qui fait qu'ils seraient foutus de ma gueule, et qui fait que j'aurais probablement pas jamais fait, s'ils avaient su. Et pareil pour la scène, donc quand j'ai joué là pour le Festival Montois du Rire, j'ai été dans le public avec mes parents, et à un moment donné, c'est à moi, donc je suis monté sur scène, et mes parents m'ont regardé en mode... Qu'est-ce qu'il fait ? Il joue ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai fait mon sketch. Mes parents ont ri. Parce que mon père rit fort. Ma mère a été gênée pour certaines blagues. Parce que j'ai des blagues sur elle. Et c'est un bon souvenir. Ouais. Et comment t'expliques justement le fait que ça, t'arrivais à le faire alors qu'une présentation orale, tu abandonnais. Enfin, tu sentais super mal, quoi, tu vois ? Il y a deux choses. Je pense que je mettais une pression qui était énorme sur l'école, de manière générale. Donc, j'ai toujours étudié beaucoup trop. Je suis quelqu'un qui a fait des nuits blanches en secondaire pour étudier, ce qui est stupide et qui sert à rien en plus. J'ai fini avec des bonnes notes, mais si j'avais fini avec 16 au lieu de 19, je pense pas que ça aurait changé quelque chose à ma vie. Surtout pour être humoriste maintenant. Et mais je mettais beaucoup de pression sur l'école. Et je pense que le deuxième truc, c'est que quand tu fais une présentation orale, t'as pas de réaction. Donc tu fais ton exposé, les autres écoutent à moitié parce qu'ils attendent juste que ça soit leur tour. Il y a pas beaucoup de réactions, d'interactions. Que quand tu fais un spectacle d'humour, si ça se passe bien, t'as une réaction qui est le rire. Et en fait, tu te dis, en fait, ce que je fais plaît. T'as encore une fois ce truc d'énergie de je les fais rire, je veux encore les faire rire, comme je disais avec mon pote je le fais rire, ok, je vais continuer. Et je pense que ça te met une énergie de je veux revivre ce rire encore et encore, ce qui fait que ça allait. Après très très angoissé quand même, hein. Les premières scènes, je mangeais pas de la journée avant de jouer. J'oubliais mon texte. On s'est beaucoup moqué de moi au début parce que j'avais un truc de oublier mon texte à chaque fois. Et donc j'ai fait le Festival Montois du Rire 2 années où j'étais en demi-finale la deuxième fois. Et les gens se disaient tu vas encore oublier ton texte, parce que je sortais mes feuilles de ma poche et je rebondissais. Il y a des gens qui pensaient limite que c'était un personnage de quelqu'un nerveux. Pas du tout. Je tenais ma feuille qui tremblait comme ça et j'essayais de revenir sur mon texte, mais je faisais des blagues sur le fait que j'étais nerveux, donc ça faisait rire les gens. Il y a même des gens qui disent ce personnage il faut le garder, c'est génial. J'étais là, c'est pas du tout un personnage, je peux pas le garder, c'est juste moi qui suis très mal à l'aise. Très bien, quoi, Et donc j'ai dompté ça au fur et à mesure, donc j'ai plus ce personnage, mais qui n'en était pas un. Donc il y en a même qui m'ont dit faut le refaire en jouet. Je suis pas assez bon acteur pour refaire ça. Mais et puis j'avais pas envie, je crois que j'avais profondément envie de le faire, mais sans aucune certitude de pouvoir arriver à le faire. Oui, c'est ça. Déjà moi juste être sur scène, parler à des gens, très content de ça. J'avais fait beaucoup d'impro, mais là une attention sur toi est différente dans le sens où t'es avec une équipe. Et le principe même de l'impro, c'est que tu sais pas ce qui va se passer. Donc, mais ça m'a beaucoup aidé aussi l'impro sur le fait d'être sur scène. Et donc, je crois que ça a aussi aidé par rapport à l'école que j'ai affronté cette peur du public. Et quand j'ai dû le faire tout seul,
et que ça marchait. Si ça n'avait pas marché, je pense que j'aurais jamais continué. Je pense pas que j'ai ce truc de, tu sais, les gens qui disent ça marchait pas au début, mais j'ai continué et vous allez voir, ça a fonctionné. Moi, si la première fois j'avais joué devant mes potes et que j'avais pas eu un rire, il y a plus de stand-up derrière, quoi. J'aurais regardé en public, quoi. C'est sûr. Je suis sûr et certain. Et dans un de tes épisodes, on y reviendra, hein, donc tu as un podcast Humeur humoristique, t'expliques que voilà, en fait ça fait du coup plus de 10 ans que t'es monté sur scène, mais au début tu jouais pas beaucoup. Ouais. Comment ça s'est passé en fait justement après l'école? Comment t'as un peu continué à développer le stand-up? Ouais. Bah après l'école, donc il y a le festival Montois du Rire. Ouais. Avec le festival Montois du Rire, qui était organisé par Benoît Delabille, qui lui avait participé à plusieurs concours d'humour. J'apprends qu'il y a d'autres festivals d'humour en Belgique. Ouais. Donc j'ai fait les castings pour le festival de Bierge, qui était un horrible concours. Le casting. Le festival était chouette. Le casting, c'était, tu jouais dans une énorme pièce. T'avais un jury qui était à 10 mètres de toi sur une longue table avec que des personnes assez âgées qui ne rient à rien du tout, qui prennent des notes et qui te disent « Ok, suivant ». Et tu rentres chez toi. Tu viens de faire 1 heure de route dans un silence de mort avec un micro-casque à l'époque parce qu'on n'utilisait pas de micro de stand-up. Parce que le stand-up, c'était encore... Quand tu faisais à cette époque-là, c'était encore un peu... Tu fais du stand-up à... ok, le nouveau truc de stand-up. Il y a des endroits où tu demandais un micro, on disait pourquoi t'as un micro, porte la voix. Et moi, mes premières scènes, j'ai joué sans micro, quoi. Parce qu'il n'y avait pas ce truc de stand-up micro. Maintenant, c'est impossible. Tu fais une scène de stand-up, il n'y a pas de micro, t'as pas d'humoriste, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai fait ça, les concours. Puis, j'ai appris l'existence du Kings of Comedy Club. Ouais. Mais à l'époque, il y avait les open mic 1 fois par mois. Ouais. Il y avait un open mic 1 fois par mois et je me rappelle avoir envoyé un message à Bilal qui organisait les open mic à ce moment-là là-bas. Mais comme c'était 1 fois par mois, il faisait de la rotation dans les humoristes. Donc si tu jouais 1 fois, la prochaine c'était peut-être 4 mois après. Mm-hmm. Mais donc des fois sur 2013 j'ai dû jouer 1 fois, 2014 3, 2015 6. Donc c'est pour ça que je dis, en termes de durée, ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Mais quelqu'un qui commence le stand-up, la première semaine, il fait ce que j'ai fait sur les 3 premières années. Ouais. Après, c'est moi aussi qui ne cherchais pas à en faire tant que ça non plus. J'avais mes études et comme on l'a compris, j'étais très angoissé études, donc je pouvais pas non plus sortir les soirs pour faire des scènes, écrire beaucoup. J'étais dans mes études d'enseignement, parce que je suis prof anglais-néerlandais de formation. Je sais pas pourquoi je le précise, mais... Bon, c'est intéressant. Moi, je comptais te le demander, donc c'est très bien. Et donc voilà, c'était les premières scènes que j'ai faites. Et au fur et à mesure, de plus en plus de scènes. Tu sais, une scène amène une autre scène. Ouais. Tu prends des contacts, tu apprends que... Puis, à un moment donné, je voyais le What the Fun qui a commencé à prendre. Ouais. Mais le What the Fun, il fallait que tu ailles parler à un des organisateurs. Donc, il fallait voir le spectacle. Donc moi, il fallait déjà que j'aille à Bruxelles parce que j'habite Mons. Ouais. De mon côté, il y avait rien. Et il faut aller voir les gens et leur dire j'aimerais faire la scène. Et ça, c'est pour moi aller voir les gens réseauter, c'est ma partie la plus compliquée, quoi. Ouais. J'aurais préféré qu'ils me voient et qu'ils se disent c'est sympa. Mais ça se passe pas comme ça. En vrai, il faut contacter les gens. Je suis content que le King, c'était un mail à envoyer. C'était un peu de Mike, il savait pas qui t'étais, tu pouvais jouer. Là, il fallait aller voir Rudy, voir Raphaël, Schroeder, qui étaient les 2 créateurs du What the Fun. Et ça, je crois que j'ai été voir 2-3 scènes avant de leur dire je suis humoriste et j'ai déjà fait des concours. Et voilà, après, j'ai commencé à jouer What the Fun. Puis, il y a beaucoup plus de plateaux qui sont organisés. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, tu joues de plus en plus. Ouais. J'avais fait aussi le festival de Remicourt. Ça, j'étais allé en demi-finale en 2016, 2017. Et voilà. J'avais souvent le prix artiste, qui est le prix que les artistes qui vont en finale remettent à quelqu'un qui n'est pas en finale avec eux, mais qui aurait mérité d'être avec eux. Donc ça fait vraiment, tu n'es pas en finale. Ouais. Mais pour nous,
on te trouve très rigolo. C'est très bien. Le public, non. Nous, oui. Donc voilà, ça avait fait un peu ça. Et ouais, du coup, toi, t'as vraiment vu une évolution quoi, du stand-up en Belgique parce que, comme tu le disais, que c'était moins développé au début. Enfin, en tant que fan de stand-up, déjà, ça a dû être gai de voir comme ça l'évolution et en tant qu'humoriste, encore plus, quoi. Oui, c'est génial. En vrai, ceux qui commencent le stand-up maintenant, je suis hyper jaloux d'eux. Après, il y a beaucoup plus d'humoristes. Donc, tu vois, il y a du positif dans les deux. Moi, quand je jouais, dans les quelques humoristes qui jouaient, le What the Fun, quand il y avait des plateaux, j'ai plus vite joué que d'autres. Il y a plein d'endroits où je jouais et ils cherchaient des humoristes. Ouais. Ici, quelqu'un qui fait un plateau, s'il connaît un minimum les gens, il doit refuser des gens. Moi, j'organise un plateau avec le What the Fun, je dois refuser des gens parce que c'est pas moi qui gère le What the Fun et qui choisit les artistes, mais je reçois des messages de est-ce que je peux jouer, mais c'est pas moi qui gère ça. Qu'à l'époque, tu demandais est-ce que je peux jouer, ta réponse était souvent oui, puisqu'on n'a pas personne d'autre. Ouais. Après, il fallait que ça se passe bien pour qu'on te rappelle, mais donc ça, c'est génial. Il y a des lieux où tu peux jouer régulièrement. T'as des open mic un peu partout. T'as des petits plateaux qui s'organisent. Et c'est de plus en plus qualitatif. Avant, les gens n'avaient pas les codes du stand-up. Donc t'arrivais dans des lieux, t'avais pas de micro. Ouais. Il y avait pas de lumière. Il y avait des trucs. J'ai joué dans des conditions où tu fais, oh, c'est pas possible, quoi. Donc maintenant, je vois la différence. Donc quand j'arrive dans un endroit où tu sais, comme je vais te faire de la pub pour ce que tu fais, mais tu vas à Drôle de Move, tu arrives, tu as un micro, il y a un MC, parce que tout le monde prévoit pas quelqu'un qui présente et qui sait présenter ce genre de choses, tu vois. T'as un MC, t'as à manger, t'as à boire, t'es payé. C'est fou. Moi, je pense pas avoir été payé avant 2018 ou pas grand chose, quoi. Ici, je ne fais plus une scène où je suis pas payé un minimum. Tu gagnes des fois pas grand-chose, quoi, mais maintenant, c'est génial. Les conditions sont top. Ce que vous faites, c'est super, tu vois. Donc moi, j'essaie de m'en rappeler aussi quand je vais à une scène et de dire « Ah, merci beaucoup. Mais il y en a qui font « Ouais, mais c'est normal. » Je fais « Non, c'est pas normal pour tout le monde. On reçoit pas à manger. Ça peut avoir l'air de rien, mais c'est souvent dans les horaires. » Oui, c'est la soirée. C'est ça. Et donc, des fois, tu manges pas. Tu as une scène, t'as pas eu le temps, t'es reparti, ou tu manges un truc vite fait en voiture. Là, tu peux te poser. Enfin, c'est des petites choses, mais que t'apprécies beaucoup quand tu sais que t'as pas tout ça. Je pense que quelqu'un qui commence le stand-up, il va aller à un autre endroit où c'est un peu moins cool. Il va dire, on n'est même pas payé ici. J'en ai fait plein des trucs pas payés, tu vois. Mais ça me permet d'apprécier ça. Et je trouve ça génial comment ça se développe en humour. C'est trop bien. Vraiment. Et du coup, si t'as pas été, en tout cas, rémunéré, ne fût-ce que correctement avant 2018, tu te disais quand même que ça pouvait devenir plus qu'un hobby, le stand-up, ou à ce stade-là, tu te disais juste, c'est un truc que je fais à côté de mon boulot Je me disais à ce moment-là, il faut absolument avoir un spectacle. Ouais. Et il faut être découvert parce que je voyais, par exemple, le Kings, que je disais tout à l'heure, je prends le Kings parce que c'est là que c'est le premier comedy club en Belgique. Et je voyais qu'il y avait les open mic, mais je voyais tous les autres artistes qui commençaient à avoir leur spectacle, qui commençaient à jouer des plus longues durées. Je me disais, ok, faut que je travaille un spectacle. Ouais. Mais pour travailler un spectacle, faut jouer. Et je jouais pas beaucoup. Ouais. Donc des fois, tu sais, moi j'ai testé des premières versions, des V1 d'un sketch à un festival. Ah ouais. Genre il y a j'avais un sketch sur les profs, parce que j'étais prof en secondaire. Horrible. Et j'avais tout un sketch là-dessus. Et j'ai testé ma version 1 devant, je crois que c'est une salle de 300 places, dans un festival, au concours, au qualif, quoi. Et c'est la première version que je faisais. Jamais je fais ça maintenant. Je vais avoir rodé dans 18 soirées avant de faire le concours. Et où je vais avoir filmé, avoir envoyé à un concours un truc qui a été travaillé, qui a été validé. Mais là, je faisais, c'est ma scène de ce mois-ci, c'est ce concours, je vais tester au concours. Ça se passe bien, je peux peut-être continuer le concours. Ça se passe pas bien, ce sketch n'est pas bon. Et potentiellement, la prochaine fois que je le rejoue, c'était peut-être des fois un mois après. Après, c'est aussi que j'avais pas de contact. Ouais. Je connaissais personne qui faisait ça.
Moi, j'habitais Mons, j'habite toujours Mons, mais je veux dire, j'habitais loin de ce qui se faisait. Oui, t'es pas à Bruxelles ou... voilà. Que quelqu'un qui allait au Kings tous les jours, il commençait à se faire des contacts et il voyait un peu ce qui se passait. Moi, je voyais un peu ça de loin quand je venais sur place, quoi. C'est pour ça, pour expliquer un peu, quelqu'un qui a commencé après, peut-être qu'il a eu des contacts plus rapidement. Par exemple, il y avait l'académie du Kings où il y a eu des cours et tout ça. Moi, je n'avais pas conscience, je savais pas que ça existait. Tu vois. Sinon, j'aurais probablement été intéressé. Après, il y avait aussi tout un truc, c'est que moi, j'ai découvert l'humour québécois et je suis devenu un immense fan d'humour québécois. J'ai tout regardé ce qui est en humour québécois. C'est vraiment mes humoristes préférés. Et en fait, je voulais faire, à la fin de mes études de secondaire, j'avais envisagé l'école nationale de l'humour parce que je voyais les humoristes que je préfère qui ont fait l'école nationale et je me disais, ça a l'air génial. Ça me permettrait d'améliorer, d'avoir une formation, peut-être d'avoir des contacts et tout ça, mais jamais j'aurais fait les concours. C'était très cher aussi. Je voyais pas demander à mes parents une somme d'argent comme ça. J'avais pas d'argent à moi. Puis impossible de quitter la Belgique tout seul pour aller faire des études, faire le casting. Je pensais pas être pris non plus parce que j'ai pas une énorme confiance non plus. Et après, j'ai fait mes études supérieures, donc j'ai fait 3 ans d'études pour faire prof anglais-néerlandais. Et pendant mes stages, j'ai fait beaucoup moins de scènes aussi, puisque ça prend du temps. Il y avait les études, les examens. Fini, tu me vois plus personne me voyait, donc d'office, j'allais pas aller faire des scènes. Pas possible. Et donc là, j'avais envisagé à la fin de mes études de faire l'école nationale à nouveau. Mais pareil, même problème. Et donc, je suis resté en Belgique. Et là, j'ai commencé à faire plus de scènes. Voilà. Oui, et aujourd'hui, t'as pris une pause carrière dans ton métier de prof. Tu voulais vraiment... Enfin, comment c'est venu, en fait, cette décision ? Ben en fait, quand j'ai été diplômé, donc je sais pas si t'aimes bien la précision comme dans mon podcast, j'ai été diplômé en 2014 et les 2 premières années, je me suis dit je vais donner cours en secondaire parce que c'est un horaire qui est parfait pour quelqu'un qui veut faire du stand-up parce que c'est des horaires d'école 8-16, après à 16 j'ai fini, je dois préparer des cours, ce qui est pas très pratique pour le stand-up parce que c'est pas t'as fini ton travail et tu peux passer à autre chose. Oui, c'est ça. T'as toujours des cours à préparer. S'il y a des profs qui nous écoutent, vraiment courage. C'est surtout les premières années, tu prépares énormément de cours parce que tu démarres avec rien. Donc t'as toujours du boulot après, mais en termes d'horaire, tu peux aller à une scène. Donc je me suis dit, je vais faire cours secondaire et c'est tout. Ça ira très bien. Même si j'avais vu déjà avec mes stages que donner cours en secondaire, ça allait être costaud. Parce qu'il faut de l'autorité et que j'en suis complètement dénué. C'est quelque chose que je n'ai pas dans mon corps. J'aime bien faire rire des gens, mais les faire écouter, c'est pas un truc que j'aime. Quand quelqu'un veut pas m'écouter, je lui dis m'écoute pas. Ce qui est problématique quand t'es enseignant. Du coup, j'avais juste un cours du soir à ce moment-là avec des adultes parce que j'avais adoré donner cours à des adultes pendant mes stages. Et je me suis dit je vais donner quelques cours du soir, mais surtout en journée pour avoir mes soirs de libre. Dans l'éventualité de pouvoir faire du stand-up. Mais j'ai haï chaque seconde de mon métier de prof en secondaire. J'ai fait clairement un burn-out, que tu le sais après que t'en as fait un, mais j'étais en dépression. Il y avait un jour où j'avais 1 heure de cours pour aller. Ce jour-là, j'avais que 1 heure et je ne dormais pas parce que je savais que c'était les 3e C. J'ai encore en tête et que je pouvais pas, j'arrivais pas à aller donner cours. Des fois j'ai trouvé des excuses pour pas aller travailler, j'ai envoyé que j'avais la diarrhée le matin. Je préférais que tous les profs pensent que que j'ai la diarrhée que d'aller donner cours. C'est te dire un peu et donc ça, je sais pas pourquoi je parle de diarrhée dans un podcast. C'est pas grave. Voilà, je sais pas si tu peux couper. Non, je rigole. Et donc au fur et à mesure j'ai arrêté de donner cours en secondaire. Et j'ai pris beaucoup d'heures en cours du soir avec des adultes. Et donc, en fait, je donnais cours du lundi au vendredi avec des adultes en soirée pour survivre à ce métier. Et là, j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'aimais beaucoup donner cours à des adultes parce que la différence, c'est que les adultes ont choisi d'être là. Ils ont un intérêt, Et donc, tu dois pas les forcer à t'écouter, tu dois juste faire ton cours. Limite, les élèves me demandaient parfois d'arrêter de parler parce qu'on veut avancer dans le cours. C'est complètement l'inverse du secondaire. Donc je faisais des blagues. Il y a des sketchs que j'ai testés en classe. Excellent.
devant mes élèves. Il y a des élèves qui sont déjà venir me revoir après parce qu'ils rigolaient beaucoup pour venir en classe. Ils aimaient venir au cours parce qu'on rigolait et qu'on apprenait. Je précise si mes anciens employeurs m'écoutent. Je donnais cours aussi, parce que j'ai toujours été très carré quand même. Mais ils passaient un bon moment, ils riaient et tout ça. Donc j'avais aussi un contact public, d'une certaine manière. Mais le fait est que comme je donnais cours le soir et que j'en ai donné de plus en plus pour avoir un temps plein en cours du soir pour payer les factures et tout ça, je sais pas si vous le faites, mais moi j'aime bien payer les factures. Bah, c'est pas mal, hein. C'est mieux. Hein. Et du coup, je pouvais pas faire de scène du lundi au vendredi. J'avais mon samedi. Et les scènes le week-end, c'est plus rare. Et les quelques scènes qui se font, c'est les spectacles. Ou justement des scènes avec des humoristes beaucoup plus établis et auxquels j'avais pas accès. Et donc, je jouais des fois pendant les vacances, je jouais des fois quand j'avais un cours qui s'annulait. Des fois, je disais que j'étais pas là, mais que j'étais malade, mais en fait j'allais à une scène. J'ai pas fait beaucoup, je précise. Et donc voilà, ça a fait que ça a limité énormément le stand-up. Et donc à un moment donné, j'avais ce regret de ne pas faire du stand-up et de voir les gens qui ont commencé bien après moi en termes de début, qui jouaient beaucoup plus, qui évoluaient beaucoup, et je me disais ça évolue pas. Après, j'ai retiré un soir, donc je gagnais moins d'argent. Et je pouvais jouer tous les mercredis. J'avais joué tous les mercredis à ce moment-là. Puis j'avais déplacé, je pouvais jouer tous les jeudis. Mais je crois que j'avais 1 ou 2 soirs par semaine. Puis j'ai réduit un petit peu mes heures pour au moins avoir 2 soirs où c'est possible. Mais c'était genre un jour de semaine où là, je jouais presque tout le temps vers la fin. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je veux plus, je veux jouer plus. Et donc, en fait, j'ai pris une pause carrière parce que j'ai décidé de partir 1 an à Montréal, sous les conseils de ma copine, qui, quand je dis conseil, c'est ce qui m'a poussé à bras-le-corps pour que je le fasse, parce que tous les ans, c'était mon regret de j'ai jamais été à Montréal, j'ai jamais essayé l'école nationale. J'ai envie de découvrir les lieux, j'ai envie d'aller voir mes humoristes préférés, mais j'ai peur, quoi. En vrai, c'est juste ça. Je le fais pas parce que j'ose pas. Et le financier, je vais pas partir 1 an sans toi. Et elle me disait non, c'est pas moi qui vais t'empêcher de faire tes rêves. Vas-y, quoi. C'est 1 an, c'est quoi 1 an sur une vie? Bah c'est compliqué quand même. Mais tu vois, j'avais beaucoup de freins. À fond. Et en fait, j'avais mon meilleur ami qui, lui, partait 1 an au Canada aussi. L'ami dont je parlais tout à l'heure, qui me faisait manger des trucs par terre. Maxime, si tu écoutes. Et lui, il partait à Montréal pour faire un PVT, donc c'est un permis vacances-travail, d'1 an avec sa femme. Et en fait, ma copine me dit, en fait, Maxime va vivre ton rêve. Et j'étais là, moi, je vis pas mon rêve et mon meilleur pote va le faire à ma place, tu vois. Il y avait un truc de... C'est quoi ce regret énorme? Et en fait, tu peux le faire jusqu'à tes 30 ans. Et après, t'as plus droit au PVT. C'est 35 ans pour la France, 30 ans pour la Belgique. Et c'est la dernière année où je peux le faire, en fait. Sinon, tu dois trouver un permis... comment je vais dire? C'est un permis où tu as un employeur là-bas qui t'engage. Il y a moyen comme ça, mais c'est plus compliqué. PVT, c'est assez facile. Et mon meilleur pote m'a dit, j'y vais, si tu veux, viens avec nous. Je fais les papiers à ta place. Littéralement, il a fait tous les papiers à ma place. Je n'ai rien fait. Donc si quelqu'un veut faire un PVT, je peux même pas le conseiller parce que je sais pas ce qu'il faut faire en termes de papier. Plus ou moins quand même. Et donc ma copine me poussait, mes potes me poussaient, et ils me disaient, tu sais prendre une pause carrière. En plus, je me suis renseigné pour la pause carrière. Pendant 3 ans, je garde ma nomination. Parce que j'étais nommé comme prof, donc quand t'es nommé, t'as la sécurité de l'emploi au possible, quoi. Limite, si ton cours se fait pas, ils te payent quand même parce que t'es nommé pour un certain nombre d'heures. Donc c'est assez fou. C'est une sécurité... En fait, c'est sécurité puissance 1000, et donc quitter cette sécurité, compliqué, quoi. Et voilà, du coup, je suis parti 1 an à Montréal. J'ai pris ma pause carrière, et depuis, je n'ai pas repris.
Les cours, j'ai à chaque fois prolongé ma pause carrière. Donc là, je l'ai pris la première fois, donc c'est 2022. Donc j'ai prolongé, donc c'est 2022-2023, 2023-2024. Là, j'ai fait 2024-2025. Et là, je vais reprolonger 2025-2026. Et voilà. Donc là, je vais reprolonger jusqu'à probablement démissionner dans pas longtemps. Mais tant que je peux prolonger, je prolonge pour garder une possibilité. Mais en vrai, je pense vraiment pas revenir. Si des gens m'écoutent, je suis désolé. Donc maintenant, en fait, quand je suis rentré de Montréal, j'ai commencé à donner que des cours privés. Ouais. Parce que je donnais des cours privés en indépendant complémentaire avant de partir. Et donc là, je me suis juste mis en indépendant complet. Donc l'humour et les cours, ensemble, ça me fait mon temps plein. C'est plus les cours que l'humour, des fois c'est plus l'humour, il y a un petit peu le podcast, et le tout ensemble fait que je sais payer mes factures, que je retrouve un petit peu de la sécurité que j'avais avant, mais en regroupant tout et en ayant un horaire éclaté de... Des fois il y a plein, des fois il y a rien. Complètement, une vie complètement différente, mais vachement plus agréable, quoi. Trop bien. Même si j'aimais mes cours du soir. Mais c'était pas ça. Ce que j'aimais le plus dans mes cours du soir, c'était quand mes élèves riaient à mes conneries. Et c'est pas la partie la plus. C'est pas pour ça que j'étais payé. C'est ça. Voilà. T'es reconnaissant déjà que ta compagne et ton meilleur ami t'aient comme ça poussé à réaliser ton rêve? De ouf. Mais j'ai un sketch dans mon spectacle où je parle de tout ça, mais reconnaissant de ma copine, mais elle est dans la pièce d'à côté, donc probablement qu'elle nous entend, mais reconnaissant, mais c'est pas possible d'être plus reconnaissant que ça. Moi, elle me dit, va vivre ton rêve, pars 1 an, moi je reste ici. Et en vrai, pour moi, c'était... Elle est restée ici, chez nous, sans moi, avec rien de spécial qui se passait dans sa vie, enfin, une vie sa vie à elle classique. Je veux pas dire qu'elle est pas bien, mais c'est pas du tout ça que je dis, mais c'est juste que à côté, je vivais mes rêves. Et elle se dit, non, mais vas-y, c'est pas grave. 1 an, c'est quoi? Et en vrai, 1 an, ça passe vite. Mais on s'appelait tous les jours. Mais donc, j'avais un soutien de fou. Puis quand je suis revenu, je me dis, j'ai plus cette sécurité. Et elle me dit, mais vas-y, l'argent, on s'en fout. Enfin, c'est pas on s'en fout, mais on fait ça de façon réfléchie, tu vois. Mais m'encourager à fond. Je vais faire les scènes, mais alors je suis pas là le soir. Mais vas-y. Et non, plus reconnaissant que ça, c'est pas possible pour ma copine. Pour mon meilleur ami, c'est surtout pour tout ce qui est papier. Et puis là-bas, j'avais aussi un contact au Québec et tout ça. Mais c'est surtout ma copine qui a fait un sacrifice. Sacrifier de moi, je sais pas si c'était dur, mais mais en fait, si quand même. Tu vois, pour elle, ça aurait été plus confortable que je reste en Belgique et que je reste dans l'enseignement. Elle se dit, il y a quelqu'un qui va payer les factures, qui va être là en termes de confort, quoi, je veux dire. C'est ça. Mais donc oui, mais j'en parle dans le spectacle de justement, même j'en parle du fait que elle me soutient trop, quoi. À un moment donné, du coup, je suis confronté à mes propres trucs. Je peux plus dire c'est à cause. À cause. Je mets des guillemets parce que c'est un podcast, mais il y a une vidéo aussi. Je le fais pas parce que je veux pas être un mauvais copain. Je le fais pas parce que je vais pas partir 1 an sans ma copine. Non. Je le fais. Pourquoi je le fais pas? C'est parce que j'ai peur. C'est ça. C'est la seule raison. Et ma copine me dit, moi, je suis pas dans l'équation. Tu fais pas ça parce que t'as peur. Et donc, je suis confronté à ça. Et donc, dans le spectacle, j'en parle de, il faut que j'y aille, quoi. J'ai rien, j'ai pas d'excuses, en fait. Donc, vas-y. Et je dis même, je sais plus comment je dis ça dans le spectacle. Elle m'avait dit un truc, et ça, je le dis dans le spectacle, c'est, mais qu'est-ce qui te fait croire que si tu restais, on resterait ensemble. Merci, ça va beaucoup mieux. Et parce que c'est vrai, elle dit, on sait pas ce que la vie te réserve, ça tombe, on se sépare le mois prochain, et tu serais pas allé au Canada juste parce que tu voulais rester avec moi, alors que ça tombe, ça va se finir. Heureusement, c'est pas fini, je suis très content, mais elle dit, on sait pas. C'est clair. Vis ton rêve tant que tu peux, et on se retrouve après. Et en effet, on s'est retrouvés après 1 an, et ça se passe encore mieux qu'avant, on s'entend super bien. Je pense même que ça nous a rapprochés d'être éloignés, ce qui est un concept. J'aime bien.
C'est trop chouette. Ouais. Et comment t'as vécu cette année à Montréal? Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi bien humainement que pour le stand-up, quoi? Faut plein de choses. Mais je crois j'ai fait un épisode un peu où je fais récapitulatif de l'année si des gens sont intéressés sur le truc Montréal, parce que c'est toute une année, donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais je crois que le truc principal, c'est que déjà, le fait d'avoir osé le faire, c'est me prouver à moi-même que je suis capable de faire plein de choses que je pensais pas capable de faire. Tu vois? Le fait de me débrouiller, rencontrer des gens, faire du networking, parce que je connaissais absolument personne. Donc il faut recréer un réseau. Le fait d'être tout seul. Moi, j'ai jamais vécu seul de ma vie, parce que j'ai vécu chez mes parents, puis j'ai vécu avec ma copine. Donc j'ai jamais vécu seul, même avec des colocs. J'ai ma copine et ma coloc. Mais voilà. Et donc tout ça, et le fait c'est profondément ce que j'ai envie de faire. Quand je fais, parce que là, à Montréal, je travaillais en temps plein en boulangerie en journée, et je jouais presque tous les soirs. En vrai, j'ai fait quasiment que du stand-up là-bas. Je jouais tous les soirs au maximum, et quand je jouais pas, j'allais voir. Et en fait, je me dis, j'adore ça. Mais ça m'a mis profondément l'idée c'est ça que je veux faire, et il faut que je le fasse, ou sinon je vais regretter de pas le faire, quoi. Et donc ça, c'est génial. C'est trop Juste bien. ça. Maintenant, il faut que je le fasse. Et oui, tantôt tu parlais de ton podcast, donc c'est Humeur humoristique. C'est ça. Je pense que c'est en 2020 que tu l'as lancé, c'est ça? C'est ça. Ben justement, en fait, comment t'as eu l'idée de ce format? Pourquoi tu as lancé ton podcast? Alors, le podcast, moi, je connaissais pas du tout ce qui est univers podcast. Ouais. Avant une scène, je suis allé voir en fin novembre 2019. Je suis allé voir un plateau où il y avait PE, il y avait Fanny, et on me présente Fanny, je crois. Ou je connaissais déjà Fanny, je sais plus. En tout cas, on parle de podcast, et on parle de Fanny Ruet, de son podcast qui s'appelle Les gens qui doutent, qui est un podcast qui est génial, que j'écoute beaucoup, qui interviewe des humoristes. Et en fait, j'en parle avec elle, je fais « Ah, waouh, mais c'est quoi, en fait, un podcast ?» J'avais peur un peu d'être un idiot, mais c'est le gars qui connaît pas alors que tout le monde connaît, j'ai pas les refs, et je dis « Ah, ok, bon, je sais pas ce que c'est. » Et elle me parle de son podcast. Comme c'est Fanny, elle me parle plus des autres podcasts que du sien. Ouais. Par humilité, je suppose. Elle me parle de Un café Holocette, qui est un podcast où il y a tous mes humoristes préférés qui sont dedans. Elle me parle d'autres podcasts, c'est Nouvelle École, nouveau quelque chose. Nouvelle École, ça c'est sur Netflix? Ouais, sur Netflix, c'est pas ça. Il y avait un podcast qui n'existe plus. Ah, je sais pas. Et je reviens pas sur le nom, je suis désolé. Je peux te le retrouver si tu veux le mettre dans la description de l'épisode. Mais elle me parle de plusieurs podcasts. Et moi, je me dis, c'est génial. On parle un peu stand-up, et elle se rend compte que je suis un énorme geek, un fan de stand-up puissance 1000. Et elle me dit, ah, mais oui, écoute ça, tu vas voir, c'est trop bien. Et je crois qu'entre novembre et décembre, j'ai dû écouter tous les épisodes de podcast qui existent. En plus, moi, j'allais travailler, je faisais 45 minutes de voiture, donc j'avais à chaque fois 45 minutes. Donc j'ai écouté tous les épisodes. Un café Holocette, j'ai tout écouté sur 2 mois, tous les épisodes. Mais tous mes humoristes préférés sont dedans. Donc en fait, j'avais accès à tous les gens que j'admire. Et je trouvais ça incroyable. Je faisais que ça. Dès que j'avais une seconde de temps libre, j'étais dans ma voiture, j'écoutais un podcast. Je faisais la vaisselle, j'écoutais un podcast. J'aspirais, j'écoutais un podcast. Tout. Vraiment, dès que je suis pas avec quelqu'un, j'avais un podcast dans les oreilles pour tout, quoi. Ouais. Et voilà. Et en fait, à force d'écouter les podcasts, je me suis dit, mais ce format est génial. Je veux avoir mon podcast. Et au tout départ, j'avais l'idée de faire des podcasts où je ferais comme un peu des billets d'humeur. Ouais. Un peu comme des chroniques radio que personne t'a demandé. Sur des sujets, genre... J'avais fait un numéro où je parlais un peu de mes frères. Il y a eu le Covid début 2020, et donc je parlais de la crise sanitaire. J'avais fait des blagues là-dessus, j'avais fait des blagues sur la masculinité, un peu en format chronique. C'était la première ébauche du podcast, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle Humeur humoristique, parce que pour moi c'était des billets d'humeur
qui se voulait humoristique. Mais si quelqu'un lance un podcast, et toi tu sais bien ce que c'est, quand tu démarres un podcast, personne l'écoute. Non. Personne sait que tu fais ça. Ouais. Tu partages les épisodes, t'as 2 personnes que tu connais qui disent « Ah, j'ai écouté, c'était sympa », mais c'est tout le retour que t'as, et c'est tout, quoi. Tu vois les chiffres, t'as 6 écoutes sur un mois, et tu fais... Bah... Et moi, je faisais des chroniques où je parle tout seul, avec personne autour de moi. C'est comme les chroniques radio où t'as au moins quelques personnes... Rires, etc. Ouais. C'est super important. Quand tu vois les gens dans la bande originale sur France Inter, le fait que Nagui rit à toutes les blagues, c'est super important. Il y a des fois même, tu vois qu'il y en a qui font des chroniques et les autres n'écoutent pas trop ce qui se passe. Ça met une ambiance très bizarre. Ça rend le sketch est moins drôle alors que c'est le même sketch. Ouais. Et là, le fait de le faire tout seul, moi, comme j'avais pas ce retour du rire, j'arrivais pas à le faire. Je publiais l'épisode et je me remettais en question. Je coupais, j'arrivais pas à le publier, j'en écrivais pas. Je les ai tous supprimés d'ailleurs, il n'y en a plus aucun. Et à un moment donné, j'écoute encore beaucoup de podcasts et je me dis, en fait, j'écoute des interviews et il y a des questions que moi je veux poser qu'on pose pas. Ouais. On demande pas ça, comment ça a commencé. Et je me dis, mais en fait, si je veux le faire, si je veux pouvoir poser ces questions, il faut que je le fasse moi-même. Et donc, j'ai commencé avec un ami qui s'appelle Nathan Drapa, qui avait fait le Festival Montois du Rire l'année juste après moi. Et donc, on avait fait un épisode avec lui en mode... c'est 2 potes qui discutent. Et c'était le premier épisode de humoristique comme c'est maintenant, en format interview. Donc, c'est un podcast où je reviens sur le parcours de tous les humoristes du début à la fin. Ouais. Et donc, j'avais fait un épisode avec lui. Puis, j'ai fait un épisode avec Benoît Delabie, qui est aussi un ami qui organise le festival... qui organisait le festival Montois du Rire, qui maintenant fait le Borinage Comedy Club. C'est des cours de stand-up dans la région du Borinage. Et après, j'ai envoyé un message à Fanny, parce que je lui disais... J'avais envoyé un message, mais je me rappelle, je donnais cours, et entre 2 cours, j'avais vu qu'elle avait partagé un épisode de son podcast, et je lui avais juste envoyé... Est-ce que toi, ça te dirait d'être invité dans un podcast ? Juste, est-ce que ça te plairait d'être de l'autre côté du micro ? Et elle me dit, pourquoi tu voudrais faire ça quand ? Et moi, j'étais là, Trop bien. Non, moi, de départ, je te demandais juste si tu voudrais être invité. Et en fait, le fait qu'elle me dise, c'est possible, j'étais là, mais en fait, c'est tout. C'est tout ce c'est possible, en fait. C'est tout ce qu'il faut faire pour avoir Fanny Ruet dans son podcast, parce que Fanny commençait à vraiment bien fonctionner à ce moment-là. Elle tourné avec son premier spectacle Bon anniversaire Jean, et je me suis dit, en fait, pour avoir Fanny, il faut lui envoyer un message et elle te dit oui. C'est tout ce qu'il faut faire pour avoir quelqu'un ? Ok. Après, il faut faire les recherches, tout ça, et c'est tout. Et je me suis dit, en fait, c'est super facile. Après, je me suis rendu compte que c'était plus dur d'avoir des artistes, mais j'ai réussi à en avoir plusieurs, et au fur et à mesure, j'en avais des plus connus, et voilà. Après, j'ai eu de la chance. D'une certaine manière, je refais des guillemets. C'est qu'il y a eu le Covid. Et comme il y a eu toute la crise Covid et que les artistes étaient en pause, j'ai réussi à avoir des artistes qui étaient beaucoup plus... Les artistes étaient beaucoup plus disponibles. Oui, c'est ça. Et donc, avoir des artistes qui sont très connus était plus facile parce qu'ils avaient moins de choses à faire. Et je les faisais à distance. Et à distance, ça marchait bien parce que... C'est plus facile. Ça marchait bien pour faire le podcast. Et en plus, j'avais du temps pour préparer les épisodes. Et donc, c'était parfait pour ça, quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs, dans chaque épisode, tu es vraiment très précis, justement, sur les dates, même sur leur enfance, etc. C'est important pour toi de vraiment beaucoup te renseigner sur la personne que tu reçois ? Ouais. Mais en fait, c'est parce que, comme je disais, j'ai écouté tous les podcasts avec les invités, avec les artistes que j'aime bien. D'abord, j'écoute tous les épisodes avec les humoristes que je connais. Puis si j'aime vraiment bien le podcast, j'écoute tous les épisodes de tous les humoristes tout court. Et donc, un Café Holocène, par exemple, j'ai écouté tous les épisodes parce que le podcast était arrêté. C'est Louis Dubourg, qui est un humoriste parisien qui faisait ça, qui a arrêté le podcast. Et donc moi, j'avais plus de nouveaux épisodes, donc j'ai tout écouté. Et en fait, après, j'écoutais les interviews que je trouvais, les autres podcasts, et je me disais des informations qui reviennent. Limite, on leur redemande et ils redisent l'anecdote de la même façon. Et donc, tu entends sur 3 interviews 3 fois la même anecdote.
3 fois la même histoire et on pose jamais la question que j'aurais envie de poser. Ou ce truc-là, enfin, tu vois, j'ai envie de poser mes questions et j'ai envie qu'il répète pas des choses qu'il a déjà dit. Et là, je me suis dit, le seul moyen de faire ça, c'est d'écouter tout ce que la personne a fait et de lui poser l'autre question. Ouais. Ou alors, si c'est important pour l'histoire, pour la chronologie, c'est de reprendre ça et de rajouter quelque chose. Ouais. Et en fait, au final, je me suis mis à écouter tout. Et au fur et à mesure, c'est devenu de pire en pire, dans le sens où je m'impose à moi-même de plus en plus de préparer beaucoup. Ah ouais. Parce que c'est quelque chose qui m'est reconnu. Ouais. Et moi, quand tu me dis que tu fais quelque chose bien, je le fais encore plus. Et je trouve que c'est chouette parce que quelqu'un qui écoute mon podcast, s'il a écouté les autres podcasts, il apprendra quelque chose. Après, il va aimer le ton, il va aimer comment je fais l'interview ou pas, mais il apprendra des nouvelles choses. Ouais, c'est clair. Et ce qui est chouette, c'est que comme le podcast n'est pas centré sur moi, c'est que sur l'artiste, j'ai beaucoup plus facile à en faire la promotion parce que je vais dire écoute l'épisode avec Baptiste Le Caplin, il est super chouette parce que même si j'étais pas dedans, ce serait chouette à écouter. Ouais, j'aurais pu ça. retirer mes questions, tu pourrais l'écouter et ce serait intéressant à écouter, je trouve, si t'aimes l'humour, si t'aimes les humoristes. Et du coup, c'est facile pour moi d'en faire la promotion parce que je pense pas que le podcast soit bon parce que je suis dedans. Ouais. Même si ça joue, mais je pense que les invités en eux-mêmes se suffisent. Et comme c'est leur parcours de vie, c'est toujours intéressant de voir les parcours des gens, je trouve. Et comme tu disais que tu n'y connaissais rien au podcast au départ, Ouais. tu t'es vraiment, t'as appris par toi-même tout ce qui est justement enregistrement, montage, diffusion, etc. Alors, pour le coup, connaissance zéro sur comment on fait un podcast. Je disais, je connaissais même pas le podcast. En novembre, je savais pas comment on faisait un podcast. En février, j'ai ma première interview qui est sortie. Ouais. Pour te dire. Et en fait, je voulais faire ça. J'en ai parlé avec ma copine qui me dit, si tu veux faire un podcast, tape sur Internet comment on fait un podcast. Ouais. Donc, je tapais sur Internet comment on fait un podcast. J'ai trouvé un logiciel de montage qui s'appelle Audacity, qui est le logiciel que j'utilise encore, qui est un logiciel gratuit. Je sais même pas si on dit logiciel, c'est pour te dire. Si, logiciel. Logiciel. Tu vois, j'ai tous les termes. Et ma copine avait un micro cravate comme ça. Ouais. Parce qu'elle enregistre des vidéos YouTube parfois. Et donc, elle m'avait dit le son est correct. Et comme au début, c'était juste des billets d'humeur, je suis tout seul, je pouvais le faire juste comme ça. Je le tenais, c'était des courts épisodes de 5 minutes max. Et voilà. Et après, pour l'interview, j'en avais acheté un deuxième. Mais donc, les premiers épisodes que j'ai fait, c'est avec 2 micros, vraiment que tu poses, qu'on tenait comme ça, et qu'on parlait dedans dans l'interview. Puis après, donc les premiers épisodes, au fur et à mesure des épisodes, la qualité sonore s'améliore. Ouais. La qualité de montage aussi, parce que j'avais jamais monté d'épisode, donc j'ai regardé des tutoriels YouTube de comment sur Audacity on fait pour retirer tel truc, comment on fait pour équilibrer le son. Alors probablement quelqu'un qui s'y connaît en montage, son et tout ça va écouter des trucs et se dire il sait pas faire de montage, tu vois. Même les épisodes récents qui sont maintenant avec une qualité audio, parce que j'ai investi dans du matériel, ça, va se dire le montage c'est horrible ou le son il est pas bon, je sais pas. Mais je trouve que par rapport au début, il y a un monde de différence. Ah oui, maintenant c'est hyper qualitatif, quoi. Ouais. Mais là, j'ai eu la chance, c'est que le matériel, en fait, j'ai fait une campagne de financement participative et je me suis dit, je vais essayer de faire ça parce qu'au Québec, il y avait une humoriste québécoise qui s'appelle Radicalis qui m'avait prêté son matériel de podcast parce qu'elle avait écouté le podcast et avait dit ton son est dégueulasse. Mais elle m'avait défoncé, vraiment. Elle s'y connaissait un peu en montage son, elle travaillait à la radio aussi, et elle m'avait dit c'est nul, c'est horrible ce son, le contenu est génial, mais le contenant est dégueulasse, quoi. Ouais. Et moi j'étais vexé, et après t'étais vexé, mais en même temps t'as envie d'améliorer, parce que je suis quand même ce truc de premier de classe de vouloir faire les choses bien. Et après je me suis dit, ok, avant j'avais un Yeti, donc un micro que tu fixes au milieu et qui prend le son tout aux alentours, donc dès qu'il y a un bruit ça se met dessus. Donc il y a des épisodes au tout début du podcast dont la qualité est pas énorme.
Puis elle m'a prêté un micro, un Zoom, qui était assez cool. Donc j'ai enregistré des épisodes au Québec avec son micro, que je lui ai rendu avant de quitter le Québec. J'ai pas volé son matériel. Et en rentrant du Québec, je me suis dit, je peux pas revenir à mon ancien matériel, parce que sinon on va se dire, le son s'améliore au fur et à mesure des épisodes, puis ça redescend. Non. Donc j'ai fait une campagne de financement en me disant, on va tenter. J'ai quand même de plus en plus de gens qui écoutent le podcast. J'avais réussi à avoir des humoristes assez cool, assez connus, qui ont mis en évidence le podcast. Et donc j'ai fait la campagne participative, et j'avais mis un certain montant pour pouvoir racheter exactement le même micro qu'elle m'avait prêté. Et au final, la campagne a dépassé ce montant. Donc j'ai acheté le modèle au-dessus, qui est un Zoom HP8. Je sais même pas le modèle. Je peux le regarder si tu veux. Je sais pas si c'est important, c'est des gens fans de technologie. Et qui a vraiment un bon matériel. Donc j'ai acheté des micros, j'ai acheté des casques audio, j'ai acheté les câbles XLR, enfin, du vraiment bon matériel. Et donc la qualité sonore s'est améliorée de fou. Mais c'est grâce aux auditeurs qui ont donné beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Je crois que j'avais fait une cagnotte à 600 €. Et je crois que je suis arrivé à 1000. Et donc j'ai pu vraiment acheter des bons trucs, mais je n'avais rien à payer, puisque je revenais de Montréal, j'avais plus un sou et j'avais même pas de travail. Donc je me suis mis en indépendant et tout, donc je pouvais clairement pas me le permettre à ce moment-là. Et donc merci aux auditeurs du podcast d'avoir financé le matériel que j'utilise à chaque épisode maintenant depuis que je suis rentré de Montréal, donc depuis septembre 2023. Trop bien. Et oui, justement, tu parlais de la campagne de financement participatif. Tu as aussi un Patreon, justement, où les gens peuvent te soutenir. Tu disais tantôt que voilà, maintenant, ton temps, c'était entre les cours, les scènes et le podcast. Est-ce que le podcast, ça te rémunère un minimum aujourd'hui ? Ça me rémunère, mais pas beaucoup. Très honnêtement, le Patreon, je gagne 10,57 € par mois avec ça. Très précis. Je commence à gagner un peu parce que j'ai mis mes podcasts sur Acast, qui est une plateforme qui te permet d'avoir de la publicité. Et donc au tout début, ça me remboursait. En fait, c'est quelque chose qui est payant pour pouvoir avoir accès à la publicité dessus. Au début, ça me permettait de me rembourser ce que je payais. Maintenant, ça me fait gagner un petit peu. C'est des petits montants. C'est absolument pas suffisant pour en faire ma vie, ni pour faire un mi-temps. Mais je vois que ça avance. Et sur YouTube aussi, j'ai mis tous mes podcasts sur YouTube et j'ai eu un petit peu des petits montants. Pas beaucoup, mais ça commence à prendre un peu plus. Je sais pas, sur ce mois-ci, j'ai eu 130. Mais sur ce mois-ci, le mois d'avant, j'ai peut-être eu 70. Le mois d'avant, peut-être rien. Donc c'est des montants comme ça. C'est ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas si je t'ai donné les montants exacts. Moi je trouve ça méga intéressant d'avoir ça. Donc, moi ça me dérange pas de le dire pour le moment. Peut-être que quand je gagnerais 50 000 €, je dirais non, des montants. Mais ça évolue. Je me dis que c'est possible d'en tirer peut-être un salaire à un moment donné si ça continue d'avancer comme ça. Mais en fait, c'est que les épisodes, c'est très variable. Si je te prends l'exemple de YouTube, j'ai une vidéo d'hier. Hier, j'ai passé les 100 000 vues sur la vidéo avec Baptiste Le Caplin. Mais j'ai des autres vidéos qui sont à 100 vues. Donc, il y a un gap entre les deux qui est énorme. Après, Baptiste est plus connu que l'autre invité que j'ai à 100 vues. Mais des fois, il n'y a pas une si grande différence en termes de notoriété entre deux invités. Mais le nombre de vues est énorme parce que c'est YouTube. Et que du coup c'est que audio, c'est un podcast qui est que audio, et donc sur YouTube c'est pas ce qui va marcher le mieux. Donc c'est fou les 100 000. C'est vraiment génial, mais parce qu'il l'a partagé lui avec le lien YouTube. J'ai aussi Navo qui a énormément partagé le podcast et qui a fait que ça a amené beaucoup de gens sur YouTube, qui a permis que je sois financé. Tu dois avoir un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues pour commencer à être payé sur YouTube. Et c'est grâce à Navo que j'ai eu ça en très grande partie. Et donc voilà, pour le moment, c'est un tout petit revenu, mais j'espère que ça continue en tout cas. J'ai envie de continuer. Et mon rêve, ça serait que ça soit mon mi-temps et que l'autre mi-temps, ce soit l'humour et que j'arrête de donner des cours.
ça serait génial. Ah ouais. Et après que ça soit juste ça, quoi. Ce serait génial. Ça serait trop bien. Ouais. Est-ce que le podcast, les interviews que tu fais, ça nourrit vraiment aussi ton propre stand-up? Ça... En vrai, quand je vis quelque chose, je sais que c'est normal parce que des humoristes dans les podcasts m'en ont parlé. Mm-hmm. Et donc, c'est très rassurant. Ouais. En fait, parce que je me dis, ah, c'est pas moi. C'est tout le monde. Ouais. Tu sais, tu entends t'entends souvent qu'il faut faire des bides. T'entends souvent qu'il faut écrire. T'entends souvent que des fois, t'arrives pas à écrire. Mais quand c'est toi, si tu l'as jamais entendu, tu te dis, ben en fait, je suis nul. Mm-hmm. Moi, je joue, je me prends des bides. Je vais voir Baptiste Le Caplin et je vois son spectacle et tout le monde est mort de rire. Comment je peux passer de ça à ça? Mais si tu l'écoutes, tu vas l'entendre qu'il a fait des concours où il n'a pas été pris. Tu vas l'entendre dire ça marchait pas du tout. Moi, l'exemple que je préfère, c'est Adib Al-Khalidé, qui est un humoriste québécois, qui est mon humoriste préféré de très loin. J'aime chaque seconde de ses spectacles. Et on lui disait au début, arrête, c'est pas bon. Ah ouais. Alors que maintenant, il est reconnu comme étant probablement le meilleur, ou en tout cas, il est très estimé au Québec, et par beaucoup de gens, même Farid, qui c'est son humoriste préféré, Jason Brokers, des gens qui sont très bons eux-mêmes. Et si tu l'entends pas dans un podcast, tu te dis, jamais de ma vie, c'est possible que j'arrive à ça. Donc moi, c'est ce que ça m'apporte le plus. Mais après, c'est aussi que ça me passionne, en fait. Je veux tout savoir. Tu sais, t'as tout l'envers du décor. Ouais. Et c'est super intéressant de savoir, comment ça s'est passé. Il y a aussi des trucs que tu mets sur un piédestal et les gens font, franchement, c'était pas dingue, quoi. C'était super stressant. Ou, oui, j'ai fait ça, c'est vrai, mais c'est rien de spécial. Ou alors, justement, de voir les artistes, tu leur rappelles des choses et voir dans leurs yeux ce bonheur d'avoir fait quelque chose, où tu sais, ils se rappellent leurs souvenirs et donc ils sont là, ah ouais, c'est vrai que j'ai fait ça. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que j'ai fait ça. Ah ouais. Et tu sais, tu leur rappelles leur meilleure scène ou leur première scène et tu vois qu'ils s'en rappellent. Moi, je trouve ça, moi, je suis passionné. Il y a des podcasts où des fois, je suis en train de parler avec l'invité et j'oublie qu'il faut que je pose des questions parce que je suis juste en train de boire les paroles et de dire ah oui, c'est vrai que c'est moi qui pose des questions, tu vois. Chouette. Et donc j'adore, quoi. Donc c'est ce que ça m'apporte le plus, mais en termes de sketch, je vais pas dire que ça m'a apporté des sujets ou quoi. Des fois des petits conseils sur l'écriture, des fois des petits conseils sur comment faire, mais je pense que le truc principal pour moi en tout cas, c'est quand je vis quelque chose, j'ai déjà entendu un humoriste l'avoir vécu, je me dis c'est normal. Donc moi, ça me rassure. Voilà, je dirais que c'est ça. Et puis, il y a cet aspect, voilà, t'es fan de stand-up, tu reçois tous des gens que t'apprécies, mais tu mets aussi beaucoup en avant des artistes belges, quoi. Ouais. Ça doit être, c'est important pour toi, justement, de valoriser aussi les artistes d'ici, même si à chaque fois, c'est des personnes que tu apprécies et dont tu apprécies le travail. Je dirais pas que j'avais une volonté vraiment de mettre en avant le stand-up belge, mais j'aime le stand-up belge, donc je le mets en avant. Ouais. Mais si j'avais trouvé que les humoristes belges étaient pas bons, je les aurais pas mis en avant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pas juste parce que je suis belge et que je suis fier d'être belge. J'aime mon pays, j'aime la Belgique, mais je suis fier de partager les humoristes parce que je les trouve bons. Ouais. Et donc en fait, mon seul critère pour le podcast, j'ai pensé à ça, c'est pas vraiment le seul critère. J'ai 2 critères. Allez. C'est qu'il faut que tu sois drôle, que tu me fasses rire. Juste que si tu es dans le podcast, je suis très à l'aise avec le fait de te mettre en avant. Ouais. Si tu vas voir... Qui est-ce que je conseille? 100% des humoristes qui sont dans mon podcast. Moi, tu veux une liste de spectacles à aller voir, prends les artistes de mon podcast. C'est tous ceux que je vais conseiller, plus ceux que j'ai pas su encore avoir. Et le deuxième critère, c'est qu'il faut que je te trouve sympathique. Ouais. Pas problématique, tout ça bien sûr, mais là du coup tu me feras pas rire, mais juste que la vibe passe, c'est tout. Je me dis j'ai envie de te parler et tu me fais rire, donc je suis très à l'aise avec le fait de te mettre en avant. Mais il y a des gens qui ont 20 ans de carrière, il y a des gens qui ont
1 an de carrière. Maintenant, j'essaie que les gens aient quand même des choses à raconter. Ouais. Donc, je me dis qu'il faudrait que les gens aient au moins un spectacle pour pouvoir leur en parler, parce que je me dis c'est plus intéressant s'il y a plus de choses à dire. Quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à l'étape de son premier spectacle aura moins de choses à raconter, mais ça peut être intéressant aussi. Donc, je sais pas, j'ai pas vraiment. C'est pour ça que c'est pas encore vraiment un critère. Mais il y a des gens que je me dis ils sont très drôles, mais je leur ai pas encore demandé d'être dans le podcast parce que j'attends qu'ils aient plus de vécu et que ça soit qu'il y ait plus de choses à partager. On parlait tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, de Mélanie Akari et de Alba, que moi je les trouve super drôles toutes les deux. Ouais, moi aussi. Je les adore vraiment. Mais je me dis, pour le moment, c'est peut-être trop tôt de les avoir dans le podcast. Ouais. Je pense que ce sera plus intéressant de les avoir un peu plus tard. Mais ça veut pas dire qu'elles sont pas drôles. Donc si elles écoutent et qu'elles se disent il m'invite pas dans son podcast, je veux le faire, mais j'attends encore un peu. Ça va arriver. Voilà. Après, il y a des gens que je trouve pas drôles et je demande juste pas. Parce que j'ai envie de faire une bonne promotion. Ouais. Et puis ça me passionne en fait. Comme j'écoute tout, on en parlait j'ai fait un épisode avec Morgane Cadignan, j'ai écouté toutes ses chroniques. Mais à 500 chroniques, je me suis dit si j'avais dû le faire avec quelqu'un que je trouve pas drôle, un enfer. Un supplice. Un supplice complètement. Puis au moins ça reste authentique quoi. Ouais. Quand je fais les compliments que je fais dans le podcast, que je dis souvent que c'est le podcast du compliment, je les pense tous. Ouais. Je dois pas se faire de faux semblants, quoi. Et c'est important, quoi. Pour le moment, ça ne me rapporte pas quelque chose, un salaire. Donc pourquoi faire un truc qui me plaît pas, avec des gens que j'aime pas, ou que ça m'intéresse pas. Non. J'aime tous les invités que j'ai eu dans mon podcast. De ouf, quoi. Ouais, c'est clair. Trop bien. Et tu vas bientôt jouer ton premier spectacle, enfin la première date de ton premier spectacle, le 20 février. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens comme ça à un mois du spectacle? J'ai hâte. J'ai vraiment très très hâte de le faire. Je suis stressé, mais c'est un stress d'excitation j'ai envie que ça se passe bien, mais j'ai envie de faire tout ce qui est possible pour que ça se passe le mieux possible. Donc j'ai vraiment hâte, c'est vraiment la sensation, j'ai envie d'y être, quoi. Mais pas trop vite parce que j'ai encore envie de le travailler. C'est une première date. C'est pas la première fois que je vais jouer 1 heure. J'ai eu l'occasion de le faire plus tôt. J'avais déjà fait en 2017, je crois. J'avais joué 1 heure de spectacle, mais j'ai été 1 heure sur scène. Ouais. Je peux pas dire que c'était un spectacle. Maintenant, en rétrospective, avant, j'étais super fier de moi d'avoir fait ça. Je regarde maintenant, je fais ouf. Je pense qu'il y a 10 minutes correctes dedans si on met tout. Enfin, avec mon niveau d'exigence de maintenant. Ouais. À l'époque, je trouvais ça très bien. Mais maintenant, non. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc là, c'est la première date d'un spectacle que j'ai envie de pouvoir vendre et que je vais pouvoir jouer dans plein d'endroits, j'espère. Et donc, c'est mon premier vrai spectacle, c'est celui-là. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, ça va être cool. C'est trop bien, je mettrai aussi toutes les infos dans les notes. Pour revenir à ça, donc tu as un statut d'indépendant total aujourd'hui. Est-ce que tu avais des craintes avant de prendre ce statut? Oui, comme je suis passé de salarié, sécurité de l'emploi, enseignement, donc t'es payé pendant tes vacances, t'as des horaires fixes. C'était l'insécurité de... Ici, il y a des mois où je gagne plus, il y a des mois où je gagne moins. Donc, ça a été une décision compliquée à prendre parce qu'il y a beaucoup de peur au niveau du financier. Ce qui m'a aidé, c'est que ma copine est indépendante complète aussi. Ouais. Et donc, le fait qu'elle y arrive, je sais un peu les étapes, comment ça marche. Je vois que c'est possible, je vois qu'elle me soutient. On est à 2, donc on est une team. Vraiment là-dessus, super important. Donc elle m'a encouragé à le faire. Donc encore une fois, elle est parfaite cette fille. Je vous la conseille vraiment. Elle m'a encouragé à le faire et je l'aurais jamais fait sans elle, c'est sûr. Et le fait que j'ai eu beaucoup de cours qui ont été pris. J'avais pas mal de scènes. J'avais un petit peu le podcast. Je voyais que c'était possible et je me suis dit je vais voir en fait si c'est pas possible j'arrête ma pause carrière et je reprends. Donc j'avais encore cette bouée de sauvetage en cas de besoin de
je peux revenir dans l'enseignement, j'ai pas envie, même si j'aime encore bien les cours du soir. Je le dis au cas où des élèves écoutent et qu'ils disent « Mais c'était bien quand même les cours !» Oui. En vrai, j'aimais bien. Mais j'avais encore ce truc, dans le pire du pire des cas, je retrouvais un boulot qui me dérange pas que ça me dérange pas de faire. Donc ça va. Ouais. Et en fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça allait. Je dis pas que je roule sur l'or, mais ça va. Ouais. Et ça me permet de faire ce que j'aime. Et il y a plein de fois où je rentre et je me dis, aujourd'hui, je n'ai fait que de l'humour, quoi. C'est trop bien. C'est trop. Et d'ailleurs, comment s'organisent comme ça tes semaines? Alors, mes semaines, c'est très variable parce que rien n'est fixe. Donc, mes cours privés sont pas fixes. Les scènes, c'est pas fixe. Le podcast, c'est pas fixe. Et donc, il y a des semaines où j'enchaîne tout. Il y a des semaines où j'ai pas grand chose. J'essaie de jouer un maximum. Ouais. Mais depuis, là, ça fait, donc quand je suis rentré de Montréal en début septembre 2023, là, on est en janvier 2025. Dans cette période-là, j'ai essayé de jouer chaque mois entre 13 et 20 fois. C'est un peu ma moyenne par mois. Ouais. J'essaie, pour passer du temps avec ma copine, c'est important qu'on essaie d'avoir au minimum 2 soirs semaine ensemble. On n'y arrive pas toujours, parce que des fois j'ai des opportunités qui sont sympas et on en discute. Ouais. Et on essaie et il y a des semaines où on aura plus, donc on essaie. Mais c'est de l'organisation aussi. Au départ, on avait dit une soirée, on s'est rendu compte qu'une c'est pas assez. Puis il y a des semaines où j'ai pas de scène, ça arrive parfois. J'en ai de plus en plus. Il y a des semaines où j'ai beaucoup de podcasts, mais ça dépend toujours de est-ce que j'arrive à avoir les invités. Tu sais comme moi que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais parce que en plus, ce qui est maintenant compliqué, c'est que je dois avoir le temps de préparer l'épisode, parce que je me suis enfermé dans un podcast Ouais. que je peux pas faire comme ça. Ouais, c'est clair. Je dois avoir préparé les épisodes, donc ça me prend beaucoup de temps à préparer. Donc généralement, j'essaie d'avoir toujours au moins 2 semaines avant l'épisode pour pouvoir préparer, regarder un maximum. Mais donc ça prend du temps. J'aime bien aller voir les spectacles des gens que j'ai dans les épisodes de plus en plus. Je trouve que c'est plus intéressant si j'ai vu un maximum de choses. Donc ça prend du temps. Mais alors, j'ai pas les soirs parce que je joue. Donc il faut que je trouve des soirs où je joue pas. Les soirs que je passe avec ma copine. J'ai le podcast, j'ai le montage, j'ai les enregistrements, j'ai les cours. Et après, là, je donne l'impression que je bosse énormément. Il y a des périodes où j'ai pas grand chose parce que j'ai pas d'épisode pendant un moment. Et donc, j'ai pas de montage, j'ai pas de recherche. Parce que maintenant, j'essaie de faire des recherches que quand on m'a confirmé l'épisode. Oui. Parce que ça m'arrivait de faire En amont. des heures de recherche et que l'épisode se fasse pas. Ah ouais, oui. Et donc là, mais quand je dis des heures, c'est vraiment il y a des invités, j'ai écouté 15 podcasts qu'ils ont fait, 3 interviews, j'ai écrit mes questions, et au final ça se fait pas. Ben, c'est un temps perdu à 100%, quoi. J'ai rien gagné, j'ai rien à montrer de ce temps-là, quoi. Donc des fois, j'ai pas d'épisode pendant un moment, et donc les scènes, l'écriture, et tout ça, la vie un peu aussi. Mes semaines c'est particulier, quoi. C'est rien n'est fixe, quoi. Après, j'aime encore bien parfois, et des fois c'est compliqué. Aujourd'hui, j'enchaîne, quoi. Parce que là, j'ai enregistré un podcast juste avant. Ouais. J'ai eu le temps de manger 3/4 d'un sandwich. Tu es arrivé, on a commencé à enregistrer, puis je pars à Charleroi pour jouer. Ouais. Demain matin, j'ai cours de 9 à 15. Oh. Puis j'ai un truc en famille. Puis il faut que j'écrive parce que... ça demande de l'organisation. C'est ça. Mais le fait qu'on soit tous les deux indépendants fait qu'on se voit des fois en journée avec ma copine. Mais c'est très variable. C'est très, très, très variable. C'est l'inverse des avantages d'un enseignant. J'ai fait vraiment l'inverse, quoi. Ouais. Voilà. Quand tu vois comme ça tout ce que tu as mis en place et les moyens que tu te donnes pour y arriver dans le stand-up, t'es fier de toi? Ben, en vrai, je me dis, c'est agréable ce qu'on est en train de faire parce que je me dis, hey, je fais des trucs quand même. C'est à ça que ça sert les podcasts aussi. Ouais, c'est vrai, mais j'ai déjà des invités qui me disaient ça et je me dis, ouais, quand même, je me bouge pour ce que je veux faire parce que je suis quelqu'un qui est assez négatif avec lui et du coup, je me dis, j'écris pas assez,
Ah, je pourrais faire plus. Ah, je suis pas assez régulier dans les podcasts. Mais en vrai, j'ai quand même l'impression de faire de mon mieux. Il y a des fois pas. Mais je fais quand même des choses, quoi. Quand je vois cette semaine-ci, je pourrais pas faire plus que ce que j'ai fait cette semaine-ci, quoi. Il y a des semaines, j'aurais pu faire plus. Mais cette semaine-ci, une bonne semaine. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin du podcast. Du coup, je vais te poser la question signature. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Oh, qu'est-ce que j'aimerais oser faire que je n'ai pas encore fait? Et maintenant, je me rappelle de ta question signature. Voilà. C'était celle-là. En vrai, ce que j'aimerais oser faire, c'est des vidéos humoristiques. Parce que je pense que c'est important pour qu'on découvre ce que je fais. Mais je suis encore bloqué. Pour le moment, à arriver à en faire. J'ai pas encore trouvé le concept de qu'est-ce que je pourrais faire parce que je sais pas, c'est pas quelque chose que je consomme beaucoup, donc je connais pas bien ce qui se fait, je sais pas bien, j'ai pas bien la technique non plus. Je fais des stories, mais souvent c'est écrit. Le podcast c'est audio, comme ça il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de visuel. J'ai pas de caméra, j'ai pas ce truc de mon corps, de comment je dois me positionner et tout ça. Ici de temps en temps je regarde ta caméra, et je suis pas si à l'aise que ça, je sais pas si ça se voit. Donc voilà, c'est un truc que j'aimerais oser plus et oser plus comment je vais dire, réseauter. Oser plus aller voir des gens et essayer de jouer dans certains endroits que pour le moment je suis assez en retrait. Je fais mes trucs un peu plus dans mon coin. Je pense que je peux oser plus, mais de nouveau, en vrai, j'ose beaucoup plus qu'avant. Si on avait fait ce podcast-ci il y a quelques années, j'aurais dit oser aller à Montréal, oser lancer mon premier spectacle, oser lancer mon podcast. Mais au final, j'ai osé le faire. Et je suis assez content, je suis fier de moi, c'est chouette, c'est agréable. Merci. C'est trop bien, c'est trop cool. Merci beaucoup, Régis. Merci à toi, vraiment, c'est trop cool. Merci Régis d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci et l'identité visuelle a été créée par Minuit Studio. À bientôt pour un nouvel épisode.